explique plusieurs métiers artisanaux de l'époque et comment les hommes et les femmes ont traité les animaux. La façon dont nous traitons les animaux aujourd'hui, eh bien, on va en parler aujourd'hui avec Richard David Precht, un philosophe allemand et auteur. Dass wir darüber sprechen, hat damit zu tun, dass das Et Europaparlament seit le 2016 Parlement eine européen hat, a créé une commission d'enquête untersuchen, wie qui se penche sur la question Recht in comment le droit européen beachtet oder gebrochen wird. régissant le transport des animaux est respecté ou violé. Und die Tillemets est la présidente de cette commission d'enquête et la présidente adjointe Marlene Mortler. Les deux sont présentes aujourd'hui et ensemble, nous allons discuter où nous nous situons aujourd'hui en Europe en matière de transport des animaux et comment l'Europe peut progresser en la matière. Nous allons le faire avec vous ensemble, 500 écoliers d'Allemagne et du Luxembourg. Je me trouve du côté allemand, mais je regarde vers le Luxembourg et je suis heureux de pouvoir discuter avec vous tous, écoliers des écoles ambassadrices. Ce sera mon collègue Jonathan Ponchon qui animera le débat et je vous souhaite à vous tous une discussion très fructueuse avec les intervenants ici présents. Merci Christophe. Soyez les bienvenus, chers étudiants, étudiantes, écoliers de Flensbourg, en passant par Straubing jusqu'au Luxembourg et même la Belgique de l'Est, les cantons de l'Est, de peine sont présents ici dans ce webinaire Zoom ou sur YouTube. Nous voulons que cet événement soit interactif. Vous avez la possibilité de poser des questions via slido, slido.com ou .eu, hashtag EUTalk, EUTalk, TALK, et l'hashtag qui vous permet de poser des questions. Nous voulons vous donner la parole. Alors, s'il vous plaît, mettez votre nom, ne posez pas des questions de façon anonyme. Indiquez votre nom en posant des questions. Le prénom et le nom de famille. Et si possible, le nom de votre école aussi. Ce serait vraiment super. Alors, nous allons tout de suite commencer par des questions sur Slido. De temps en temps, nous allons faire un petit sondage, une petite enquête. Et cette manifestation porte les titres « Comment traitons-nous les animaux ?» Point d'interrogation. Et c'est exactement cette question-là que nous allons vous poser. C'est une question ouverte et vous mettez ce qui vous passe par la tête. Bon, essayez tout de même de donner des réponses sensées. N'indiquez pas nécessairement « j'ai faim ». Comment traitons-nous les animaux? 3 petits points. Quelles sont vos idées? Quelles sont vos réactions? En attendant, j'accueille Tilly Metz, Marlene Mortler et Richard David Precht, nos invités. Ladies first, Tilly Metz, vous êtes présidente de cette commission d'enquête sur les transports des animaux du Parlement européen. Et avant d'en parler, avant de poser la question pourquoi cette commission d'enquête et qu'est-ce qu'elle entend faire, je pense qu'il est intéressant pour tous de faire votre connaissance. En Allemagne, on ne vous connaît pas nécessairement. Quel est votre rapport par rapport à ce sujet et pourquoi les animaux sont-ils importants pour vous, Madame Metz? Voilà. Bien le bonjour. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je suis en train de travailler avec des écoliers. Pourquoi la protection des animaux me tient à cœur?
Je me souviens que même enfant, j'ai toujours une grande sensibilité. Je me souviens que j'arrivais trop tard à l'école quand il avait beaucoup plu parce que je voyais beaucoup de vers de terre par terre et j'avais peur que ces vers de terre soient écrasés par les voitures et je ne voulais pas cela. Donc, j'ai ramassé tous les vers de terre sur mon chemin de l'école. Or, il y en avait pas mal. Donc, ça m'a occupé pendant un certain temps et des fois, j'arrivais vraiment beaucoup en retard à l'école pour avoir sauvé des vers de terre. Donc, la protection des animaux, le bien-être animal était toujours un de mes dadas. J'étais activiste également en la matière et cela fait 10 ans que je suis végétarienne, presque végétalienne, mais je reste tout à fait ouverte. Je veux que les gens aient un comportement conscient. Je voudrais que les hommes et les femmes soient informés, connaissent l'origine de la viande, du lait. Il faut être honnête face aux gens, il faut être honnête face aux enfants, leur expliquer d'où proviennent les denrées alimentaires. Depuis le mois de septembre, nous sommes actifs dans cette commission d'enquête en matière de protection des animaux pendant le transport depuis le mois de septembre 2020. Je siège également dans la commission de l'environnement et de l'agriculture, ainsi que dans la commission transport et tourisme. Mais je suis heureuse que nous ayons également une commission d'enquête qui analyse activement toutes les questions en matière de protection des animaux pendant le transport. Oui, effectivement. Sensibiliser, c'est vraiment important. Et peut-être les jeunes gens ont une conscience bien plus pointue que les vieilles générations, que leurs aînés. Madame Hortler, vous êtes à la maison. À la maison, chez vous, veut dire que vous êtes à la ferme. Ceci explique votre intérêt pour la question, mais dites-nous-en un peu plus. Merci Jonathan. Je suis vraiment heureuse de pouvoir participer à ce webinaire avec Tilly. J'ai deux collaboratrices qui sont végétariennes ou végétaliennes. Bon, cela n'a pas influencé mon choix pour ces deux collaboratrices, mais effectivement, je vis à la ferme, une ferme que nous avons gérée, mon époux et moi, une ferme qui date du XIVe siècle. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça se trouve? Peut-être vous n'avez pas reconnu mon accent. Je viens de Franconie, c'est-à-dire à l'est de Nuremberg. Et je vis dans un village avec 250 habitants, une église, un café et un théâtre de renommée internationale. Pour revenir à ma ferme, j'ai une frère jumelle. Pardon, j'ai un frère jumeau. Nous avons eu la poliomyélite tous les deux et heureusement, nous avons pu être guéris. Moi, j'ai hérité de la ferme. Ce n'était pas nécessairement mon souhait au départ, mais mon époux et moi, nous avons décidé de gérer cette ferme. J'ai vu naître des centaines de veaux. Je savais exactement ce qu'il fallait faire après la naissance d'un veau ou comment ausculter une vache porteuse ou portante. On a réchauffé de la bière avec laquelle on abreuvait la vache quand elle avait un gros ventre.
nous avons dû apprendre tout cela. Nous n'avons pas eu le temps d'aller rendre visite à des amis. Il fallait rester auprès des bêtes, auprès du bétail. Donc, j'ai vraiment un rapport très, très étroit. Il y avait des vaches, il y avait des porcs, il y avait du houblon, il y avait des cerises. C'était un des moments les plus heureux de me retrouver sur l'arbre avec mon papa pour ramasser les cerises mûres. Il y avait également des carpes dans des étangs, beaucoup de forêts autour. Vous l'entendez, je suis vraiment passionnée et fortement marquée par l'agriculture. On dit souvent dans l'agriculture, rien ne bouge, tout reste tel quel. Non, ce n'est pas vrai. Beaucoup de choses ont bougé en matière d'agriculture. Mon mari et moi, nous avons toujours regardé de l'avant. Nous avons toujours voulu progresser. Tout au début, les tables étaient très sombres. Euh, Nous avons agrandi les étables, nous avons reconstruit des étables, mais nous sommes posé la question de savoir si la grandeur, la taille était tout. Et nous avons envisagé de nouvelles voies. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez? Quel est le bétail et combien de bêtes? Nous n'avons que des chevaux auxquels nous proposons une pension sur nos pâturages. Ces chevaux utilisent donc les pâturages. Il y a 4 ans, l'exploitation agricole est passée au biologique. Et maintenant, nous sommes spécialisés. Nous produisons du millet, du quinoa, de l'amarante, des semences. Nous sommes donc prestataires de services pour d'autres exploitations agricoles dans la région et nous voulons livrer d'autres exploitations agricoles dans un rayon de 50 à 100 kilomètres. Je pourrais maintenant dire, bon, le bétail, cela ne me concerne plus. Non, au contraire, en Bavière, 2 tiers des exploitations vivent de l'élevage. La création de valeur est réalisée dans l'élevage du bétail. Et si la société disait d'un jour à l'autre, nous ne voulons plus de cela, ce serait une catastrophe pour ces exploitations. Merci. Je vois quelques réactions dans le chat. Posez des questions via Slido, s'il vous plaît, et uniquement via Slido. Et nous allons essayer d'y répondre. Si vous ne comprenez pas tous l'allemand, il y a une traduction française. Pour ceux qui ne l'auront pas encore trouvé, il y a un petit globe. Vous cliquez sur le globe et vous avez la possibilité de choisir le français, la traduction française. Monsieur Precht, je suis vraiment heureux de vous accueillir parmi nous. Beaucoup d'enthousiasme. On nous a demandé combien ça coûte de vous engager. Cela ne nous a rien coûté du tout. Pas d'honoraires. Merci, un tout grand merci d'être disponible ce matin. Vous avez également beaucoup d'amour pour les animaux. Vous vous êtes régulièrement penché sur la question. Vous avez rédigé plusieurs livres, un livre sur la responsabilité pendant la pandémie, mais nous allons également parler de votre sensibilité face aux animaux. Vous avez rédigé un livre, Les animaux
pense ou le droit des animaux. Pourquoi les animaux sont-ils aussi importants pour vous, Monsieur Precht? Déjà, pendant mon enfance, je m'intéressais aux animaux, pas seulement parce que nous avions beaucoup d'animaux domestiques, mais parce que j'aimais également d'aller dans les jardins zoologiques. Et je voulais être directeur d'un jardin zoologique quand j'étais petit. Ensuite, j'ai eu des cours de biologie et j'avais moins envie, mais j'ai toujours regretté. Et j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de directeurs de zoos. Je me rends souvent dans des jardins zoologiques, d'où mon intérêt. J'ai étudié la philosophie dans les années 90 et c'est là que j'ai développé les pensées philosophiques en la matière. Et au fil des années, j'ai intéressé à la protection des animaux. J'ai posé la question de savoir si les jardins zoologiques sont légitimes ou pas. Et je me suis formé une opinion concernant notre approche face aux animaux. Et en 97, 97, dans mon premier livre que j'ai retravaillé par après, j'ai donc écrit un premier livre. Il y a beaucoup de questions concernant le traitement des animaux, le contact des animaux, beaucoup de questions qui m'ont préoccupée. Et ce n'est pas uniquement noir et blanc, ce que vous écrivez dans vos livres. Mais je reviens à la commission d'enquête et nous allons souvent le faire. Philippe Ternes, qui gère le réseau à Luxembourg, le réseau des écoles ambassadrices, et il garde un œil sur Slido. Nous avons posé la question de savoir quel est votre contact avec les animaux, quelles sont les réactions. Oui, merci Jonathan. Heureux d'être parmi vous. Nous avons déjà eu pas mal de réactions via Slido. Alors Marco, si tu le permets, je vais vous montrer les questions. Il serait une bonne chose si on pouvait tous voter et dire quels sont nos favoris parmi les questions. Cela facilitera le choix des questions. Mais je vais vous montrer maintenant quelles sont les réactions. Voilà, quelques réactions. C'est mieux qu'au siècle dernier, mais il y a de la marge de progression. Comme si notre supériorité intellectuelle nous permettait tout. C'est une autre réaction. Une troisième réaction, selon moi, nous traitons très mal les animaux. Nous les détenons dans des enclos beaucoup trop petits, nous les engraissons pour les abattre. Voilà quelques opinions formulées ici. Mais quelqu'un a écrit la viande, c'est ce qu'il y a de mieux sur notre assiette. Je suis confiant. Il y a certainement des végétaliens, mais il y a certainement aussi des carnivores parmi nous. Quelqu'un a posé la question de savoir comment trouver Slido. Vous voyez ici l'adresse slido.com, #EUTalk. Alors, peut-être nous pouvons poser la deuxième question. Qu'est-ce qui nous dérange dans le traitement des animaux? Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans le contact de l'homme avec l'animal?
participez à notre sondage. Vous aurez la réponse à vos questions. Je pose la question à Tilly Metz, en tant que présidente de cette commission d'enquête. Pourquoi y a-t-il une telle commission d'enquête? Eh bien, c'était une longue lutte avant que cette commission d'enquête soit acceptée. Maintenant, il y a une grande acceptation de cette commission d'enquête pour la protection des animaux pendant le transport. Et nous voulons vraiment découvrir et mettre le doigt sur les problèmes et analyser qui ne respectent pas les règles du côté de l'Union européenne, du côté des États membres. Pourquoi l'application des règles existantes n'a-t-elle pas lieu? Tout ceci va être rédigé dans un rapport et d'ici la fin de l'année, nous allons, je l'espère, pouvoir montrer où le bas blesse, où il y a les plus grands défauts, les plus grands problèmes et en quelle matière le règlement régissant le transport des animaux peut être amélioré. Des ONG, des analyses internes réalisées par des institutions ont mis le doigt sur quelques difficultés et abus. Les jeunes agriculteurs de Luxembourg ont lancé une pétition d'ailleurs et ont exigé qu'il ne faut abattre que dans des abattoirs certifiés par l'Union européenne. Une pétition que j'appuie d'ailleurs fortement. Il y a dans cette commission d'enquête une analyse à réaliser. Et évidemment, cela ne peut se faire qu'avec toutes les parties prenantes, avec les entreprises de transport, avec les exploitations, avec les ONG. Also Jonathan, ich höre dich gerade nicht. Genau, so, danke. Ich hatte mein Mikro ausgeschaltet, du konntest dich wieder anschalten. So, alles gut. Ich wollte den letzten Punkt oder vorletzten Punkt aufgreifen, den Sie gerade angesprochen hatten, das Schlachten. Frau Mortler, und gleich noch die Frage in die Runde, vor allem an die Schülerinnen und Schüler. Wer von Ihnen hat schon einer Schlachtung beigewohnt? Wer hat sich das schon angesehen? Wer hat vielleicht sogar schon selber geschlachtet? Wenn es bei einem der Schülerinnen und Schüler der Fall war, also dabei gewesen zu sein, es gesehen zu haben, reicht sozusagen, dann könnt ihr auf Zoom die Hand heben und dann werden wir dem einen oder anderen das Wort erteilen. Genau, Frau Mortler, haben Sie, ich gehe davon aus, Sie haben auch geschlachtet, haben auch schon das erlebt. Wie war das für Sie? Jetzt Mikro. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin ja auch ausgebildete Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und in dieser Ausbildung musste man natürlich auch schlachten. Und irgendwie habe ich es immer geschafft, mich zu drücken. Aber ich war natürlich bei vielen Schlachtungen dabei, weil wir eigene Tiere am Hof hatten, weil der Nachbar, der auch Metzger war, der das Gasthaus hat und hatte, zu Hause geschlachtet hat. Aber diese Möglichkeiten sind jetzt von Seiten der EU sehr, sehr stark eingeschränkt worden. Das war ja gestern auch Thema im letzten Tiertransporte-Untersuchungsausschuss, weil die EU gesagt hat, es geht darum, dass wir mehr Hygiene brauchen und mehr Hygiene fordern. Drum kann nicht automatisch, ich sage es jetzt mit einfachen Worten, jeder
x-beliebig zu seinen Rahmenbedingungen schlachten. Ja, aber ich will nochmal darauf zurückkommen. Also Sie haben sich, haben Sie ja gerade gesagt, erfolgreich gedrückt. Aber Sie haben es ja schon gesehen, bestimmt. Ich habe es hunderte Male gesehen. Und was hat das ausgelöst in Ihnen? Also es ist immer wieder ein Vorgang, der irgendwo nicht selbstverständlich ist, aber wo ich weiß als Bäuerin, wenn ich Nutztierhaltung habe und wenn ich davon leben will, dann ist das ein normaler, in Anführungszeichen, Vorgang, der aber so ausgeführt werden muss, dass das Tier möglichst keinen Schmerz erleidet. Ich sehe, wir haben ganz viele Wortmeldungen erhalten. Ich würde das Wort erteilen. Ich sehe den ganzen Namen nicht, also nicht wundern, dass ich den Nachnamen jetzt nicht korrekt ausspreche. Paul Roden B. und dann was danach kommt, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall, Paul, du hast das Wort. Vielleicht könnt ihr Paul das Mikro freischalten. Paul, vielleicht kannst du deinen ganzen Nachnamen auch nochmal aussprechen, weil es mir nicht gelungen ist, und sagen, aus welcher Schule, von wo du kommst. Ja, also erstmal Hallo an alle. Mein Name ist Paul Rodenbeck und ich komme von der EGS Garbsen. Das ist in der Nähe von Hannover. Okay. Und du warst selber schon mal bei einer Schlachtung dabei? Also ich komme nicht von einem Bauernhof, aber hier im Ort gibt es einen Bauern, den wir relativ gut kennen, und da habe ich einfach mal nachgefragt, ob ich mir das mal angucken darf. Das ist jetzt schon ein halbes Jahr ungefähr her. Und das ist tatsächlich auch mit diesem Hintergedanken passiert, dass ich mal sehen wollte, wie das ist, weil ich esse Fleisch auch schon sehr lange, und mit dem Hintergrundgedanken habe ich da einfach mal nachgefragt und mir das dann angeguckt. Und das war wie? Ja, also ich habe die Möglichkeit tatsächlich durchgespielt, dass ich danach Vegetarier bin oder nicht mehr werde, weil ich da mit sehr gemischten Gefühlen rangegangen bin. Und als ich das dann gesehen habe, das waren Hühner, das war sehr, ja, einerseits interessant, aber andererseits esse ich heute auch immer noch Fleisch. Also es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber ich glaube, ich habe somit die angenehmste Schlachtung zum Ansehen auch gesehen. Also ich glaube, das ist sehr weit entfernt von dem, was tatsächlich die Praxis ist, auch heutzutage. Wenn man sich mal auf YouTube anguckt, diese Undercover-Aufnahmen von der Peter und so weiter. Das war jetzt halt ein wirklicher Landwirt. Bon, ça c'était une exploitation agricole dans un village. Là, c'était pas tellement grave et ça m'a pas trop pesé, je dois dire. Merci Paul. Donc caméra cachée, bien sûr. On avait préparé quelque chose. Je vois des demandes de parole. Aline Mayrich, lycée Aline Mayrich. C'est certainement ici au Luxembourg. Là, certainement, un ou une élève aurait apparemment assisté à un abattage. Peut-être vous pouvez libérer le micro pour la classe, et je suis curieux d'entendre votre réflexion. Peut-être tu peux partager avec nous ce comment. Oui, je m'appelle Max et mon père est chasseur, et j'ai déjà souvent participé avec lui quand il a dépêché des aliments, quand il les a tués, et comment il les a sauvés aussi. Personnellement, je n'ai pas de problème à regarder, j'aime même aider, mais je comprends très bien que certaines personnes aient des problèmes et veulent consommer moins de viande. Mais pour moi, il est important également qu'on informe les gens, qu'on informe tout le monde pour qu'ils sachent d'où provient la viande, parce qu'on voit la viande comme produit fini, comme marchandise, et on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Et ça, je trouve très important. Merci. Oui, cette question a été formulée sur Zoom, donc merci de poser vos questions sur Slido. Hat wohl die angenehmste Art der Schlachtung, wenn man das so bezeichnen kann, irgendwie erlebt, dass es einen durchaus unangenehmeren Umgang mit Tieren geben kann oder beziehungsweise auf jeden Fall gibt, ist bekannt. Häufig aber geht es an den Augen der Öffentlichkeit vorbei, höchstwahrscheinlich bewusst. Tilly, Sie versuchen gerade dazu beizutragen, dass da eben Öffentlichkeit auch entsteht zu diesen Missständen. Und Sie haben eine Reise unternommen nach Italien. Et vous êtes
rendu en Italie et il y a un court extrait vidéo qu'on voudrait regarder ensemble. Donc, chaque année, on abat 2 millions de petits agneaux, d'agnelets. Donc, on suit un transport animalier. La police qu'on a appelée arrête le transport. Contrôle nocturne avec la police. Et une députée européenne participe à ce contrôle. Caroline Rose, Madame Metz et Thomas Weitz des écolos européens. Mais ces animaux n'ont aucune chance, non. Ils n'ont pas d'eau, c'est Madame Metz qui parle. Donc, si vous me dites que c'est une condition plus ou moins acceptable, alors je ne voudrais pas savoir ce qu'il en est lorsque c'est des mauvaises conditions, parce qu'ils sont vraiment empilés jusqu'à 800 moutons. Ici, on voit que certains animaux touchent le plafond avec leur tête. Ils n'ont pas d'accès à l'eau, ils ne comprennent pas le système, personne ne comprend le système. Mais bon, ce n'est quand même pas un accès à un point d'eau. On va regarder les images et donc, oui, ça me rend triste quelque part. Ils ont soif, quand est-ce qu'ils vont recevoir de l'eau? Moi, je ne connais pas les dispositions légales. Moi, je ne sais pas. Après 14 heures, peut-être. Donc, 14 heures. Donc, c'est des animaux adultes. Alors, après 14 heures, on peut leur proposer un peu d'eau. Mais dans la réalité, ça ne va pas. Peut-être qu'ils ont accès, ils peuvent téter un tout petit peu dans le camion. Donc, tout le système d'abreuvage ne convient pas. C'est un signe de stress. Et lorsqu'ils commencent à lécher les barres, c'est qu'ils ont soif. Et donc, ils peuvent se blesser. Le plafond est trop bas, les cloisons sont de travers. Et on mélange les animaux plus âgés qui portent des corps ou des cornes avec des agnelets. L'altitude est beaucoup trop basse, ils ne peuvent pas se mettre debout correctement. Tilly. Tilly, peut-être que tu voudrais nous dire quelque chose par rapport à ce reportage. Ouais, bon, ça ne rend pas de bonne humeur, mais c'est important de le montrer. Oui, comme je viens de vous dire, c'était un transport où la Animal Welfare Foundation a dit clairement, oui, ça va encore, ça passe. Moi, je trouve que ça ne passe pas du tout. Tout d'abord, on nous disait il y a un transport où peut-être il y a plus de 500 animaux. Et je me suis dit, comment ça, c'est possible? Un camion avec plus de 500 animaux parce qu'il y a plusieurs étages. Et puis, on comprend très vite que ce camion, en fait, on pourrait y mettre même jusqu'à 800 animaux. Donc, il n'y a pas de place. Notamment, les agneaux ont besoin de place et ne peuvent pas se mettre debout. Et le système d'abreuvage n'est pas adapté. C'est des animaux qui viennent de Pologne, abattus dans le sud de l'Italie peu avant Pâques.
Et c'est un symptôme de notre filière alimentaire et une partie de cette filière, justement, est le transport et le voyage très long de ces Allemands. Donc, on est très, très loin de la description de Paul, où on fait de l'abattage local. Il y a d'autres possibilités. Donc, le voyage et le transport des animaux n'est qu'un aspect parmi d'autres. Et on va encore vous montrer un autre transport d'animaux tout à l'heure où c'était bien plus grave, c'était des animaux plus jeunes et le système d'abreuvage n'était pas adapté et le voyage était même plus long. Mais la collaboration avec la police nous aide à faire l'analyse et on a besoin de d'y comprendre quelque chose et de faire une formation pour pouvoir faire cette analyse. Donc, c'était des policiers qui avaient une très bonne formation. Donc, cette formation est importante pour bien contrôler et pour effectuer ces transports. Mais très souvent, il y a des grands déficits. Oui, vous venez de souligner que ça fait partie de toute une filière et M. Precht se prononce sur cette question dans son livre. Si vous le permettez, je vais résumer ce qu'il dit et puis je vais demander à M. Precht de réagir. M. Precht, vous vous référez au sujet du jour, les transports d'animaux et certainement, il y a un lien émotionnel en ce qui vous concerne et on le perçoit dans votre livre, mais il y a des moments où vous fâchez vraiment. Tout d'abord, le contact et le traitement de poules. Là, bon, je ne vais pas dans le détail. Et puis, vous en arrivez au porc. Est-ce que je parlerai plutôt de porc donc, on parle de l'Allemagne, 25 millions de porcs qui vivent dans la misère et ils sont sur des dalles en béton et puis le voyage vers le laboratoire sans lumière de jour. Celui qui a un peu de chance meurt de soif pendant le transport. Les autres crèvent et enfin, il y en a qui crèvent devant les yeux de leurs collègues. Bon, Monsieur Ponchon lit très très vite l'extrait d'un livre de Monsieur Precht. C'est assez difficile à traduire. Donc, pourquoi en parler? Pourquoi parler de quelque chose de ce que le citoyen allemand sait depuis longtemps et ne veut pas savoir? Je ne parle pas justement de l'intelligence humaine, mais juste seulement de l'interprétation d'une loi sur la protection des animaux qui traite des animaux de la sorte. Monsieur Precht. Micro. Merci. Oui, la paradoxie ou le paradoxe dont je parle, cette loi sur la protection des animaux nous dit que personne ne peut faire du tort à l'animal et il y a une raison très valable pour le dire et pendant très longtemps dans la culture humaine, l'abattage d'animaux était une raison pour tuer des animaux parce que l'Homo sapiens, quand il a cherché sa place dans l'Europe, il n'aurait pas pu survivre en Europe sans tuer des animaux. Dans notre société actuelle, ce n'est plus le cas. On ne doit pas vivre de la viande des animaux et ça rend les choses plus difficiles parce qu'on ne parle plus de la survie de l'être humain et il ne faut plus non plus des protéines animalières pour pouvoir survivre, pour justement élever des animaux sous des conditions terribles. Donc, il ne faut pas discuter, on le sait. Donc, en fait, on pourrait dire il n'y a plus de raison valable pour élever des animaux. D'autre part, on
on est confronté à un élevage hautement industriel qui applique l'efficacité industrielle aux animaux, bien qu'on dise dans le code civil allemand que l'animal n'est pas une chose morte. Et entre le papier et entre la pratique, il y a une grande contradiction. Et c'est ce que je veux dire dans cet extrait que vous venez de lire. On ne respecte pas nos dispositions, nos règles, nos lois. La protection des animaux est même ancrée dans la Constitution. Lorsque vous avez vu le transport des agnelets, des agneaux et des veaux qui se passe en Allemagne, tout comme en Italie, ça n'a plus rien à voir avec le bien-être animal. Et ça, on ne peut pas accepter. Marlene Mortler, vous êtes devenue députée européenne en 2019 et vous étiez dans le groupe CDU-CSU au Parlement allemand et notamment dans la commission agriculture. Vous étiez la porte de parole et vous, Monsieur Precht, a parlé de la législation allemande. Enfin, la CDU est au pouvoir depuis très longtemps en Allemagne. Est-ce qu'on n'aurait pas pu adapter certaines lois pour lever justement cette contradiction qu'a souligné M. Precht, parce qu'il n'y a plus de base et de raison pour élever des animaux. Qu'en dites-vous? Oui, je crois qu'il n'y a pas d'agriculture qui nous dise je veux de plus en plus, je veux de plus en plus d'animaux. Non, le but et l'objectif, c'est comment est-ce que je peux nourrir ma famille ou comment est-ce que je peux assurer les revenus pour nourrir ma famille. Vous avez parlé de l'économie de subsistance dans les pays en voie de développement. On connaît ça, une famille a un animal et ne peut pas justement vivre de cet animal. Bon, ce n'est pas une bonne situation sur le plan économique si on donne aux personnes, aux gens au pays en voie de développement de faire plus et de fournir le marché. Alors on sait qu'en règle générale, ça donne une meilleure évolution, un meilleur développement économique. Donc, si je transfère ça à notre pays, moi, je pense que tous les agriculteurs, donc je ne défends pas les brebis galeuses. Je crois que tous les agriculteurs veillent au bien-être des animaux, comme c'était le cas dans ma ferme. Et il y a d'autres contradictions que j'aimerais également vous montrer. Le consommateur nous dit, oui, je paierais certainement plus si je savais comment on élève ces aliments. Lidl a fait l'expérience il y a peu et a dit, voilà, 7 cents de plus pour le kilo de viande qui va directement à nos éleveurs. Lidl a arrêté cet essai et ce test après quelques mois parce qu'ils ont constaté que, mes concurrents ne suivent pas et je perds des parts de marché. Donc, j'ai moins de... Donc, le législateur doit faire son travail. Oui, quand on voit que 4 grandes chaînes occupent 85% du marché et dictent les prix, alors c'est également un aspect dont il faut tenir compte. Oui, les agriculteurs ne veulent pas toujours plus et plus. C'était également la philosophie de notre entreprise. Est-ce qu'il faut continuer dans cette spirale? Mais peut-être que la législation européenne les oblige parce qu'on reçoit de plus en plus de subsides. Lorsqu'on est, plus on est grand, plus on a de subventions, non? Donc c'est très difficile d'accéder à ces fonds européens. Non, il y a un système uniforme qui est en train de se renégocier. Mais pour revenir à notre commission, Monsieur Recht a l'air sceptique. Non, pour revenir, donc la philosophie et la réalité, c'est deux choses différentes. Donc, en tout cas, c'est un souhait pour moi de progresser plus rapidement. On parle d'un
règlement 1/2005 de la Commission européenne. On parle d'un arrêté de 2015 qui nous dit que ces transports d'animaux et ces dispositions ne valent non seulement au sein de l'Europe, mais également pour des pays tiers. Toi, le transporteur, tu es responsable jusqu'au point de déchargement. Et maintenant, dans notre commission, on voit des entreprises de transport qui respectent plus que scrupuleusement les dispositions et les autres qui font le moins-disant et qui est moins cher pour transporter les animaux. Ça, c'est un aspect. Ce qui m'énerve tout simplement, c'est que cette législation et ce règlement qui vaut pour tous les États n'est pas mis en œuvre de façon uniforme. Monsieur Precht veut vous contredire, non? Oui, parce que je dois sourire, mais c'est pas joyeux. Dans son livre, il y a la loi sur la pureté de la bière allemande. Donc, avant de parler du respect uniforme des règles en ce qui concerne la bière, en tout cas, l'Allemagne réussit assez bien à imposer des normes très élevées, Monsieur Precht. Oui, on a le problème si en Allemagne, on augmente les normes et les rend plus strictes. Ce qu'on pourrait faire, on a le droit de le faire. On pourrait dire l'élevage industriel, ça, on n'accepte plus. On prend certains ordres de grandeur, pas plus de 200 porcs, etc. Certaines conditions, ça, on pourrait le faire certainement. La conséquence serait claire. Le prix augmente, les grands éleveurs iraient à l'étranger et on serait inondé de viande de bon marché qui vient du Danemark ou des Pays-Bas. Donc, tant qu'il y a le libre-échange en Union européenne, on n'a aucune chance sur le niveau national de faire des choses plus strictes. Donc, l'Union européenne devrait introduire la morale et dire les choses qui sont immorales ne sont pas soumises à la libre circulation des biens et marchandises. Donc, on devrait dire donc ce qui n'est pas juste sur le plan éthique, par exemple l'élevage industriel, le transport d'animaux, ça on ne permet plus au niveau européen. Si l'Allemagne, en tant que pays le plus fort et qui paye les plus grandes contributions, pouvait faire pression, bon, ils ne le font pas. Madame la ministre de l'Agriculture en Allemagne est une lobbyiste. Bon, on parle toujours des petits, comme Madame Mortler, des petites fermes. Non, je parle des grandes usines qu'on a en Basse-Saxe. Ça, c'est le grand lobby. C'est pas le petit agriculteur en Franconie d'où provient Madame Mortler. Et aussi longtemps que c'est le cas, on n'aura pas des progrès. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'ancrer l'aspect moral dans la législation pour que ces dérives et ces abus qui existent bon, j'ai quand même observé de l'abattage. Si c'est ça, des brebis galeuses, alors il faut se poser des questions. Peut-être on pose cette question à nos deux représentants de la politique. D'abord Madame Metz et puis Madame Mortler pour réagir à cette question, non? Parce qu'on est dans des procédures législatives, des catégories morales. Tilly Metz et puis Madame Mortler. Madame Metz, oui, je suis plutôt d'avis que on ne parle pas des brebis galeuses. De façon générale, ces transports qui sont admis, et je prends le transport et le voyage pendant 29 heures avec 1 heure de pause, ce n'est pas justement dans le sens du bien-être animalier. Et on voit ça partout et ce qui est tout à fait clair, oui, on a besoin de règles européennes, bien sûr, il faut sensibiliser, mais nous avons
ce comportement schizophrène du consommateur. Plus de 90% des personnes souhaitent plus de protection animale et Madame Mortler l'a dit, achètent de la viande de bon marché. C'est pour ça qu'il faut réfléchir quel est le rôle du législateur. Ces abus de pouvoir en tout genre, il faut les éviter et protéger ceux qui ont besoin de protection et compenser des inégalités. Et c'est la raison pour quoi on a besoin de règles européennes très claires et par le biais d'une politique agricole européenne. Il y a des milliards à disposition pour orienter de la politique. On aurait un instrument, on aurait eu en tout cas un instrument pour influencer la politique commune agricole. On a raté cette occasion. Il n'y a pas de changement de paradigme fondamental. Oui, on s'adapte en essayant les situations les plus graves parce que les fonds principaux vont vers les superficies. Plus il y a de superficie, plus tu touches des fonds. Et ce changement de paradigme n'a pas été remis en question. Mais c'est parmi les nouveaux objectifs. Oui, on parle du bien-être animal, mais de là à dire qu'un État membre en fasse en priorité, ça, personne ne sait. Donc, pour moi, certainement, on aurait eu la possibilité de changer quelque chose, mais on a raté une belle occasion. Oui, je me mets dans le rôle d'un fermier. Donc, lorsqu'il entend cette discussion, ils n'y connaissent rien à la pratique, va-t-il dire. Lorsque je construis une étable selon les règles les plus modernes d'élevage animalier et je rembourse pendant 20 ans. Et puis après quelques années, on nous dit c'est déjà dépassé, tu dois faire plus. Donc le fermier, l'agriculteur doit planifier dans d'autres laps de temps pour justement survivre de façon économique. Monsieur Precht, nous avons justement le marché unique qui est un acquis et ce marché unique nous permet de vendre les produits dans tous les pays qu'on aime ou pas. Et si on dit maintenant on érige des frontières, on ne fait des étables que selon des règles publiques étatiques et on leur dit 100 porcs c'est assez, alors il faut dire à nos fermiers d'où provient l'argent que le commerce ne donne pas aux producteurs. Stefan Der, un Allemand qui est russe et qui vit de la grâce de M. Poutine, a des centaines de milliers d'hectares en Russie. Il a des fermes laitières à l'infini et quand il vient en Allemagne, il nous dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire avec vos petits jouets de ferme? C'est ridicule. » Donc, soignez vos paysages et moi, je vous fournis le lait. Donc, il faut voir ça de façon holistique et il ne faut pas le perdre de vue. Et la question qui se pose, en fin de compte, que faut-il faire pour que l'animal se porte bien, mais que l'éleveur se porte bien aussi, qui fait des efforts au quotidien. Et là, tout le monde a sa responsabilité. Oui, mais bon, il y a quand même une concurrence inégale entre votre ferme et les grandes fermes industrielles. Oui, 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 oui. Je ne dois pas défendre M. Toniès, le grand abattage, le grand abattoir, mais je défends l'abattage artisanal qui a été prestataire de services pour les éleveurs de mon coin. Ils respectaient toutes les normes et je dis donc, si l'Union européenne prend au sérieux le Farm to Fork, le Green Deal, les chemins courts, les transports et les voyages courts, abattage régional, alors il doit être conséquent et non seulement lancer des grands titres, mais par la petite porte, donner en même temps plus de marge de manœuvre aux grands qu'aux petits. Oui, très bien. Merci. Et maintenant, je donne la parole à Philippe Ternès, Slido. Qu'est-ce qu'on dit?
Oui, on a reçu beaucoup de questions, des questions avec plus de 50 likes. Il faut certainement en discuter. Qu'est-ce qui te dérange dans le traitement des animaux? On a plus de 70 réponses et j'aimerais vous en présenter quelques-unes. L'élevage industriel et l'élevage intensif, les tests cosmétiques, que l'être humain prenne le droit de tester des animaux pour tester des médicaments ou qu'on élève des animaux pour notre propre luxe et puis à la fin, le traitement inhumain des animaux. Quelqu'un pose la question de savoir est-ce que pas toutes les créatures n'ont pas le droit à vivre sans douleur? Est-ce que les animaux ne méritent pas la même façon d'être traités que les êtres humains? Et une question, traiter quel est le traitement que méritent les animaux? On va y revenir. Est-ce que vous avez reçu des questions ou tu as reçu des questions? Oui, ok, je vais partager les questions. On voit ici, est-ce que sur le plan moral, on peut défendre le test sur des animaux? Der diese Frage verfasst hat, kannst du vielleicht noch mal für uns alle stellen und auch vielleicht warum? Peut-être la personne qui a posé cette question peut se manifester et poser cette question plus clairement parce qu'on est vraiment curieux. Also das ist eine Frage, auf die es mit Sicherheit keine einfache Antwort gibt. Weil es müsste ja ein Kriterium geben, wonach ich entscheide, ob das moralisch vertretbar ist oder nicht. Und da gibt es so viele unterschiedliche Kriterien, die man ins Feld führen kann, dass es nicht einfach ist, sich da auf eine verbindliche Antwort zu einigen. Ich glaube, hier wird die Antwort dadurch gegeben, dass 99% der Menschen das für vertretbar halten. Also ich glaube, wir haben hier eine quantitative Antwort für dieses moralische Problem. Und solange das Verhältnis so ist, wird es auch so bleiben. Ich möchte dennoch das Wort nochmal erteilen an, ich glaube, es ist eine Schülerin, wenn ich das richtig sehe in der Kamera. Donc, si je vois bien, il y a une question. Wie kamst du auf diese Frage? Und du kannst vielleicht auch direkt auf die Antwort von Herrn Precht reagieren. Hallo, mein Name ist Tascha und Je m'appelle Tasha et la question était de savoir, il y a des vaccins qui peuvent aider tellement de gens, protéger devant des maladies, sont testés sur des animaux pour trouver les effets secondaires. Mais ça nuit aux animaux. Si vous permettez, je vais encore faire une remarque. Les Russes ont testé tout ça sur des êtres humains. Donc, ils ont développé le Sputnik sur l'armée. Donc, si j'avais le choix en Allemagne, qu'est-ce qui est mieux, tester sur les animaux ou sur les êtres humains? Je suis sûr qu'il y aurait une majorité écrasante pour les animaux et qui dirait que les êtres humains ont une intelligence beaucoup plus complexe et sont des êtres beaucoup plus complexes et part de leur conscience, ils sont plus complexes. C'est certainement la réponse que donneraient beaucoup de gens, mais ce n'est pas une réponse de philosophe ou philosophique, c'est une réponse générée par la majorité. Jonathan, je vois qu'il y a une autre demande de parole. Je ne sais pas. Oui, ok. Oui, on a encore deux questions. Genau, ich werde noch mal kurz sharen, damit wir das alle sehen. Und zwar ist hier eine Frage von Hanna. Herr Precht, question de Hanna. Est-ce qu'on est vraiment un être humain de valeur si pour son propre luxe, on prend en compte la mort d'autres êtres vivants luxe, donc c'est l'élément
d'eau en fourrure. Also Philosophen definieren kein Kriterium dafür, wann es jemandem erlaubt ist, sich für einen guten Menschen Les philosophes ne disent pas quand un homme est un homme bien ou pas. Il n'y a pas de critères. Mais si on veut se considérer comme être humain bien, il faut faire un bilan honnête, moral, un bilan moral honnête. Mais je ne vais pas dire celui qui pense ceci ou fait cela n'est pas un être humain bien. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas philosophe, mais dictateur moral. Est-ce que Hannah est sur Zoom? Je voulais savoir quelle est ton opinion. Je vois quelqu'un qui s'approche du micro. Alors, quelle est ta réponse à cette question? Lycée Allemairisch, wieder. Ja, guten Tag. Le lycée? Hanna aus dem Lycée Allemagne. Oui, bonjour, Hannah du lycée Allemairisch. Cette question est très complexe. C'est très intéressant d'entendre ce que M. Precht en pense. Pour moi, personnellement, je peux dire que je ne me considérerais pas en tant qu'être humain bien ou bon parce que je mange beaucoup, si je mangeais autant de viande. Mais lorsque on défend le bien-être animal ou la défense des animaux, lorsqu'on se refuse d'acheter des cosmétiques, on peut s'améliorer. Tu es végétarienne ou végétalienne? Je suis végétarienne et j'essaye d'être végétalienne. Très bien. Reste là et j'ai préparé une question pour les étudiants, pour les écoliers. Que mangez-vous? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Quelle est votre alimentation? Nous avons préparé quelque chose et nous allons organiser un petit sondage, une petite enquête. Ja, sehr gerne. Also wir stellen hier, möchtest du vorstellen oder soll ich kurz? Lies ruhig vor, bitte. Also wir stellen hier die Frage, welche Aussage kannst du am ehesten zustimmen? Quelle est la réponse? Quelle est ta réponse? Il y a plusieurs options. Organiser un Veggie Day de temps en temps, c'est normal. Ou la viande, c'est mon légume. Troisièmement, pour l'instant, je suis végétarienne. Quatrièmement, je suis végétalien. Nous voyons la progression. Hannah, ton alimentation est végétarienne, tu aimerais te rapprocher du végétalisme. Pourquoi? Je n'ai pas entendu la question. Pourquoi végétarien et pourquoi éventuellement végétalien? Il y a beaucoup de raisons à cela. Je n'ai jamais mangé beaucoup de viande. Je n'aime pas la viande. Et un jour, j'ai décidé de renoncer tout à fait à la viande pour des raisons écologiques, parce qu'on utilise beaucoup d'eau, parce qu'on émet beaucoup de CO2 pour produire de la viande. Et si tout le monde était végétarien, il n'y aurait pas de problème au niveau du climat. C'est la première raison. Deuxièmement, à cause du mauvais traitement des animaux, j'ai vu des vidéos des élevages de masse ou en masse. J'étais vraiment choquée, profondément choquée, et je ne voulais pas faire partie de cela. Je ne voulais pas être coupable de cela. 46% des étudiants nous disent qu'un Veggie Day de temps en temps, c'est normal. Je suppose qu'il y en a beaucoup parmi vous. Gelila, ich hoffe, ich habe es richtig Gelila, j'espère que j'ai bien prononcé le nom. Tu peux peut-être nous dire ton nom, tu proviens de quelle région, quelle école? Bonjour, je viens de Hesse. Je m'appelle Gelila Bekele. Je
vais au Goethe-Gymnasium à Bensheim. Et j'ai choisi cette option parce que la moitié de l'année, je suis végétalienne, je suis éthiopienne orthodoxe et nous faisons souvent le jeûne, pour l'instant également. L'alimentation végétalienne est une bonne alternative. Mais je suis ni végétarienne ni végétalienne au quotidien. Mais une personne ne doit pas se sentir mal si elle ne s'alimente pas de façon végétarienne ou végétalienne. Parfois, les produits de remplacement de la viande sont plus chers encore et il y a des personnes qui ne peuvent pas se le permettre, une telle alimentation sans viande. Il est difficile pour certaines personnes d'opter pour un tel choix. Donc, je ne voudrais pas condamner qui que ce soit à cause de son alimentation. Mais moi, je suis une défendrice des droits des animaux. Merci beaucoup. Saint-Louis, le gymnase de Saint-Louis, je ne vois pas quel est le nom. Vous pouvez vous présenter. Qui êtes-vous? Et quel est le nom de votre école? Nous sommes un centre professionnel dans le secteur de la santé. Moi, je suis le professeur. Ici, 2 autres ambassadeurs. Moi, je suis végétarien. Ces deux autres personnes mangent de la viande. Nous opterons donc pour la première réponse. Moi, en tant que végétarien, j'ai pris cette décision parce que j'ai constaté qu'il y a un gouffre entre notre perception de notre traitement des animaux. Nous voulons éviter toute souffrance pour les animaux, mais de l'autre côté, nous mangeons leur viande. C'est un contresens, c'est une contradiction. Il faut manger, on peut manger de la viande, mais si on mange de la viande, il faut le faire de façon plus consciente. C'est le compromis que nous avons trouvé entre nous. 46%, 47% des personnes qui ont répondu font de temps en temps une journée végétarienne. Marlène Mortla. En 2013, les Verts, dans leur campagne électorale, ont exigé un Veggie Day. Est-ce que c'était une forme de populisme à l'époque? Je ne vous vise pas directement, mais les adversaires politiques l'ont présenté comme cela à l'époque. Ils ont crié au scandale. Comment peut-on exiger une journée végétarienne par semaine? À l'époque, je me suis vraiment posé la même question. Y a-t-il pas d'autres soucis, d'autres problèmes? Il y a beaucoup de journées où je ne mange que des légumes et je sais faire la cuisine. Et même avec des restes, je suis en mesure de créer un bon repas. Mais certaines personnes n'ont plus ce don. Qu'achetez-vous? Que mangez-vous de façon générale? Où faites-vous les courses? Qu'achetez-vous? Est-ce que vous avez déjà été voir une ferme? Oui, mais permettez-moi quand même de dire encore quelque chose. Pas d'élevage, pas de problème climatique. Non, c'est un peu simpliste. Il faut un peu plus pour atteindre la neutralité carbone. Vous avez posé
des questions aux écoliers, mais nous n'avons pas préparé de slide. Donc, on pose la question maintenant de façon spontanément. Vous pouvez répondre si vous voulez. Qu'achetez-vous ou achetez-vous ou faites-vous les courses? Ben. Je suis également au lycée Allen-Meyrich, encore cette école. Moi, je ne mange presque que du végétarien. De temps en temps, je mange un bout de viande ou un peu de poisson. Et tu achètes ça ou tu fais tes courses où? Chez Aldi, de l'autre côté de la frontière? Non, non, j'essaye d'acheter local. Il y a un magasin qui s'appelle Naturata, un supermarché naturel où j'achète également des produits de soins cosmétiques qui vendent du bio et non pas des produits issus de la production de masse, des produits écologiques donc. Et je veille également à ce que les produits soient exempts d'additifs et ne nuisent pas le corps ou aient des séquelles pour la santé. Merci. Mimi Philocourse. D'où êtes-vous, pardon? Est-ce que vous nous entendez? Parfait. Nous sommes la Réto de l'école européenne 2 au Luxembourg. Je vais parler au nom de ma classe. Je suis végétalienne depuis 2 ans. Et Ja, wir haben nur einen Satz verpasst. Also du ernährst dich vegan seit 2 Jahren. Donc tu es végétalienne depuis 2 ans, mais de temps en temps, j'ai des phases où je suis un peu moins conséquente. Dans ma classe, il y a des amis qui mangent de la viande. Le problème dans cette société est qu'on grandit avec des mauvaises informations. En tant qu'enfant, on boit du lait et puis on nous dit le lait c'est bon pour les os, alors qu'il est démontré que ce n'est pas vrai, que cela va créer de l'ostéoporose à l'âge adulte. Et malgré tout, il y a toujours ce mythe que le lait est bon pour la santé. Und deshalb wollte ich einfach sagen, dass man wenn man groß wird, einfach diese Mythen aus der Welt Donc, il faut faire fi de ces mythes, de ces convictions dépassées. Tout à l'heure, quelqu'un a dit la viande, c'est mon légume. Je ne sais plus combien de personnes avaient répondu. La viande, c'est mon légume, 28%. C'était la 2e place. Moi, je voudrais entendre maintenant quelques carnivores passionnés. Qui a répondu la viande, c'est mon légume? Où sont les défenseurs de la viande? Paul Kutschera. Paul Kutschera. La S. Je mange beaucoup de viande, mais bon, ça dépend aussi d'où provient cette viande. Dans mon village, c'est le marché le samedi. Nous faisons nos courses
sur le marché où nous achetons la charcuterie et le reste. Mais est-ce que de temps en temps, tu vas chez McDo, un Big Mac de temps en temps? Très, très rarement, très rarement. Je fais également les courses chez Aldi. Donc, je ne me limite pas au marché hebdomadaire. Mais mes grands-parents achètent tout à la ferme locale. Et c'est là que nous achetons nos œufs, par exemple. Je n'achète jamais les œufs autrement parce que je connais les conséquences pour le climat. Merci. Monsieur Precht, si tout le monde était végétalien, est-ce que le monde serait meilleur? Est-ce que cela résout nos problèmes? Non, c'est une grande illusion. Évidemment, c'est une bonne chose de se poser des questions ou de décider d'être végétarien ou végétalien, mais il ne faut pas surestimer cela. Si tous les Luxembourgeois étaient végétariens ou végétaliens ou tous les Allemands, cela ne servirait pas à grand-chose parce qu'il y a des pays comme la Chine, par exemple, ou l'Inde. Ce sont des pays où la consommation de viande est en constante augmentation. Et les quelques végétariens ou végétaliens en Europe sont trop peu nombreux. Il y a des paysans qui achètent ou qui construisent des étables qu'ils amortiront dans 20 ans. Ne le faites pas, ne le faites surtout pas. Vous n'existerez plus dans 20 ans. Aujourd'hui, il est possible de prendre des morceaux de cellules dans la nuque d'un bovin pour créer de la viande artificielle. À l'époque, on l'a fait à Maastricht pour 250 000 $. Aujourd'hui, il est possible de cultiver de la viande dans un laboratoire pour 50 $ le kilo. Et bientôt, cette viande sera moins chère. Et la viande sera issue sera produite sans souffrance d'animaux. Et ce sera beaucoup plus économique que d'élever tout un animal. Cela représentera une révolution sur le marché mondial. J'essaie de convaincre les agriculteurs de faire les bons investissements dans l'avenir ou alors de faire faillite. Malheureusement, nous n'avons plus de son. Malheureusement, maintenant, nous n'avons plus de son. Il y a beaucoup de startups en la matière. C'est un mouvement à la base. C'est un grand débat pour le Parlement européen parce qu'en théorie, ceux qui sont déjà très loin dans l'évolution de ce procédé peuvent demander un brevet. Et le capital derrière cela, c'est le Silicon Valley. Il y aurait des monopoles sur la création de denrées alimentaires en Silicon Valley. À ce moment-là, il n'y aura plus de start-up et il n'y a plus de petits fermiers éthiopiens. Il est important de ne pas octroyer de brevets. Il ne faut absolument pas donner un brevet pour ce procédé de cultiver de la viande en laboratoire. Lassen wir darauf die zwei Politikerinnen antworten. Qu'en disent les deux politiciennes? Tilly, Marlène? Concernant viande en laboratoire, un sujet d'actualité. Il y a un restaurant en Indonésie qui vend une telle viande issue de culture en laboratoire. À Singapour aussi, depuis 2020.
En principe, je ne suis pas contre parce que si cela évite la souffrance des animaux, si cela permet plus de protection de l'environnement, moins de consommation de viande. Excusez-moi, vous avez dit que vous êtes végétarienne. Donc, viande issue de laboratoire. Aucun animal a dû mourir. À ce moment-là, vous remangerez de la viande? Non, non. Mais j'essaie de respecter les décisions d'autrui. Évidemment, j'étais heureuse de constater que ici 20 à 21% des personnes sont végétariennes, mais je ne jetterai jamais le blâme à quelqu'un qui mange de la viande. Oui, mais là, on parle de la viande. On parle d'une viande produite dans un laboratoire de façon artificielle et aucun animal a dû souffrir. Il n'y a pas eu d'animal abattu. Donc, je suppose que vous êtes devenue végétarienne pour éviter cette souffrance animale. Mais la viande ne me manque pas. Je ne mange pas de produits végétariens. Je ne mange pas de l'ersatz non plus. Cela ne me manque pas. Donc, le veggie burger, ce n'est pas pour vous. Moi, ça dépend. Il y a des veggie burgers qui sont bons, mais lorsque ça ressemble trop à la viande, je n'aime pas. Ça ne me plaît pas. Donc, rien contre la viande de laboratoire. Chez les Verts, il y a des collègues qui sont sceptiques. Ils disent on utilise des hormones de croissance, donc il faut peser le pour et le contre. Mais c'est une piste assez intéressante qu'il faut poursuivre et creuser parce qu'à nombreux égards, cette piste va non seulement éviter la souffrance des animaux, mais également la pollution. Il y aura moins de transport d'animaux, mais il faut évidemment garder à l'œil les procédés techniques et les conséquences pour la santé humaine. Mais c'est intéressant. Avant de donner la parole à Madame Mortler, Monsieur, oui, on a déjà posé cette question sur Slido, si vous le permettez. Ah oui, on pourrait jeter un coup d'œil sur Slido. Oui, on a déjà plus de 40. Oui, est-ce que vous avez posé la question de savoir, est-ce que vous mangeriez de la viande en provenance du laboratoire? Oui, 2/3, presque non. Oui, vraiment une majorité écrasante qui dit oui. 15% n'ont pas encore réfléchi à la question, donc on est content de contribuer ce matin. Monsieur Precht, est-ce que c'est une nouvelle fatale pour Madame Mortler? Votre ferme... Ah oui, vous n'avez plus d'animaux, n'est-ce pas? C'est de la culture. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre. Non, brièvement. Est-ce que donc les entreprises agricoles qui ont des porcs, des génisses, des veaux, des vaches n'existeront plus dans 20 ans. Oui, il y aura un segment certainement pour la viande supérieure. Ça ne va pas prendre la place du clean meat. Donc, cette viande chère qu'on achète, un steak tomahawk ou du bœuf argentin ou Nouvelle-Zélande. Ce segment-là va continuer à exister. Donc, le marché va changer. Côté tout ce qui est produit maintenant au niveau industriel sera produit dans les 10 ans à venir autrement. Donc, ça va être remplacé par la viande de laboratoire. Il restera un petit segment, une petite niche de marché de luxe qu'on achète sur les marchés de luxe. Ça, c'est un segment de luxe qui subsistera et il est très important que les agriculteurs en Allemagne s'y préparent parce que celui qui ne s'y prépare pas à temps devra quitter le terrain. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'au plus
tard. À ce moment-là, M. Tönnies, le grand abattoir, pourra fermer ses portes. Madame Mortler, qu'est-ce que vous en dites? Oui, Monsieur Precht ne m'a pas surpris parce que c'est un sujet qui me préoccupe depuis des décennies et on pose les mêmes questions dans les commissions de l'Union européenne parce que vous faites la promotion pour Nestlé et consorts, parce que c'est ça en fin de compte, parce que la viande de laboratoire sera le big business pour quelques grands acteurs sur le marché global. Et ça touche aussi la technologie génétique et ça, il faut aussi le dire. Donc, tout ce qui est génie technique joue un rôle et en ce qui concerne le brevet, non seulement le brevet sur les plantes, mais également sur les animaux, joue un rôle parce que la promotion sur la saveur, le goût, et on ne distingue presque plus du morceau de viande naturelle. Là, je peux dire, oui, là, j'entends d'où ça vient, mais en ce qui concerne la construction des étables, maintenant, les éleveurs n'investissent pas depuis aujourd'hui dans des étables modernes, mais depuis des décennies, et ils y pensent. Et donc, il est important de créer des conditions cadres sûres et où ils peuvent dire, oui, j'ai confiance à la politique et je peux planifier avec certitude. Et si je construis mon étable, j'ai la certitude pour que je puisse encore le rembourser pendant 20 ans. Et qu'en fin de compte, il n'y ait que des pièces de viande exotiques, de luxe, comme vous le dites. Ça, je ne peux pas l'exclure, évidemment. Mais pour moi, bien sûr, les circuits naturels et les ressources naturelles qui n'ont pas subi de traitement sont le nec plus ultra. Donc, on profiterait beaucoup plus des circuits naturels et selon vous, on irait beaucoup plus vers les laboratoires et on quitterait alors les circuits naturels. Vous n'êtes pas un ami de Nestlé? Non, non, certainement pas. Justement, il faut le Parlement européen pour l'éviter. C'est la tâche et la mission des parlementaires européens pour qu'il n'y ait pas justement quelques groupes industriels qui contrôlent le tout. La deuxième chose, c'est de dire qu'est-ce qui est naturel dans une bière. Une bière ne pousse pas sur les champs et une bière est produite, donc ce n'est pas un argument. Et puis le troisième argument, Madame Morter, de grâce. Ce que je dis ici, clean meat, viande de laboratoire, c'est pas du génie génétique. Le génie génétique veut dire que je change la structure d'une cellule. Non, je multiplie des cellules. Ça n'a rien à voir avec le génie génétique, donc vous vous ridiculisez. Je n'entends brièvement. Oui, brièvement. Madame Mortler, est-ce que vous voulez réagir? Oui, dont acte. En tout cas, ce n'est pas un processus naturel et pas une façon de faire naturelle. Mais bien au contraire, c'est une procédure naturelle, mais la différence, c'est que les cellules se multiplient dans le corps d'une vache et maintenant, ça se multiplie dans un laboratoire, mais c'est la même cellule et la même procédure. Sur Slido, on nous a demandé plusieurs fois d'entendre plus souvent les élèves et je vois une demande de parole. Oui, non, oui, bon, c'est bien gentil, mais ça, c'est uniquement pour les sondages. Donc, quelles sont les questions sur Slido? Enlevez votre main, s'il vous plaît. Et seulement pour ceux qui ont mis la caméra. Voilà. Quelles sont les questions qui ont été posées? Brièvement, vous le permettez. Voilà encore le sondage précédent. Voilà, j'en reviens aux questions. Je crois qu'on a déjà répondu en partie à cette question. Est-ce qu'il faut vivre de façon végétale ou végétarien pour aider les animaux, pardon.
Donnons la parole à Linda ou Lina Hollander. Monsieur Precht, vous avez traité de cette question sur des centaines de pages. Quelle question? Lina Hollander, posez-nous la question et c'est à vous de décider. 55 likes. Lina, t'es où? Quel lycée? T'es sur YouTube ou chez nous sur Zoom? Sinon, je donne lecture de ta question. Lina Hollander. Elle n'a pas l'air d'être là, donc je donne lecture de la question. Monsieur Precht, qu'est-ce que le philosophe dit par rapport à la différence créée entre l'être humain et l'animal? L'être humain est un animal, contrairement aux philosophes de l'époque qui ne savaient pas que l'être humain est un animal et que pour des raisons d'évolution, il s'est développé autrement. Les contemporains savent qu'il y a une différence. Il n'y a pas de critère qui dit que tous les êtres humains se distinguent de tous les animaux. Lorsqu'on dit l'être humain parle à une langue, il y a aussi des animaux qui ont un langage, des êtres humains par contre qui n'en ont pas. Lorsqu'on dit l'être humain est de faire des opérations mathématiques, alors là, il faut se leurrer et se détromper parce qu'il y a des animaux qui calculent également. Ils ont des équations sociales et il y a aussi des êtres humains qui ne sont pas à hauteur des équations différentielles. Donc, on est très proche des animaux et que cette distinction brute entre l'animal et l'être humain est problématique lorsqu'on conçoit que pour l'être humain, on applique le code civil, pour les animaux, le code du bien-être animal. Donc, on commence par exemple avec la taupe pour en arriver au chimpanzé. Il y a beaucoup plus de différence entre la taupe et le singe, et plus grand qu'entre le singe et l'être humain. Donc, cette distinction n'est plus de mise. Et donc, il faut mieux protéger les êtres humains et les grands singes aussi. Et c'est juste ces délimitations animales, êtres humains, est beaucoup plus petite que ce que reflète notre code pénal et la juridiction. Monsieur Ponchon, donc celui qui n'ouvre pas la caméra peut aussi poser la question, mais si j'ai le choix entre ceux qui ont la caméra et ceux qui ne l'ont pas, je donne la préférence à ceux qui ont la vidéo ou la caméra. Mais je ne vais pas punir ceux qui n'ont pas la caméra, donc tout va bien. Philippe, qu'est-ce qu'on lit encore sur Slido? Merci Jonathan. Brièvement, un petit bilan. On a reçu une question de compréhension qui n'a pas été trop likée quand même, mais c'est intéressant par rapport à la question de la viande artificielle. Si les cellules se multiplient dans un laboratoire, à partir de quand est-ce des êtres vivants? Ça touche à la question qu'on a discutée tout à l'heure et c'est peut-être intéressant de comprendre à partir de quand une cellule devient un être vivant. Monsieur Precht, la multiplication de cellules d'un corps ne crée pas de structure neuronale, donc pas de cerveau, et sans cerveau, pas de conscience. Donc, c'est de la vie, oui, c'est une forme de vie, c'est bien juste, mais c'est une vie sans conscience. Et je ne peux pas concevoir qu'on protège une vie sans conscience. L'aperçu sur Slido maintenant, oui. Voilà la question suivante, 36 likes. Est-ce que bio est différent d'un pays à l'autre, d'autres conditions, donc, est-ce que c'est quelque part un terme protégé parce qu'il y a d'autres exigences d'un pays à l'autre?
Lily Metz de Bensheim, s'il vous plaît, prépare-toi à ta question parce que c'est très intéressant. Donc, le bio, qu'en est-il? Madame Metz. Tilly, il faut libérer son micro, s'il vous plaît, administrateur. Merci. Oui, exactement. Oui, au niveau du Parlement européen, on y a fait des travaux pour déterminer ce qui est bio et ce qui n'est pas bio. Et bien sûr, ça ne fait pas un changement du jour au lendemain, ce qui est bio, le bio light, etc. Ça fait l'objet de discussions au niveau du Parlement européen. Mais je pense, et c'est très important, bien sûr, dans cette transition écologique vers plus d'agroécologie, il faut soutenir nos fermes en les conseillant et également avec des moyens financiers. Il est très important justement d'intégrer et de tenir compte des fermes pour produire plus de plantes et de produits végétaux. Il ne faut pas dire tout simplement il faut faire ceci ou cela. Non, sur le plan politique, il faut en faire une priorité et donner les moyens pour soutenir les fermes. Donc, le label bio est uniforme en Europe? Oui, il y a le label bio avec certains critères à respecter, mais je suis d'avis que jusqu'au moment d'être reconnu comme ferme biologique, il est important de soutenir les fermes et le label bio est protégé. Il y a des critères très clairs pour maintenir. Madame Mortler veut réagir. Oui, il y a tout d'abord le label bio de l'Union européenne. Donc, tu peux travailler sur ta ferme de façon biologique ou de façon conventionnelle et toutes les conditions du label biologique doivent être remplies pour pouvoir fournir les marchés, et non seulement les Européens, mais dans le monde entier, lorsqu'on respecte les critères du bio. En outre, il y a des critères plus stricts en Allemagne. Il y a le Demeter, Bioland, Naturland, d'autres labels qui disent soit bio dans l'entièreté sur une ferme ou pas du tout. Donc, pas de ferme mixte, si vous voulez. Et puis, on a l'Autriche qui a une part de bio de 25%, mais qui disent honnêtement, si la Bavière, n'achetez pas ces produits en grande partie, alors dans notre propre pays, il n'aurait pas les débauchés. Donc, il y a un plan d'action en Europe qu'on discute et qui malheureusement ne prévoit des fonds financiers. En Bavière, on avait un plan d'action muni de fonds, donc les entreprises agricoles sont soutenues pour la transition vers le biologique et on fait de la promotion pour les produits alimentaires biologiques au niveau régional. Donc, il y a quand même des différences. C'est assez uniforme, mais il y a quand même des différences. Il y avait encore le lycée de Bensheim. Ah oui, voilà, Lily. Lily, ta question. Est-ce qu'on m'entend? Oui, magnifique. Oui, ma question. Comment est-ce qu'on traite les animaux? Ça, j'ai remarqué tout de suite que c'est le grand sujet. Et les chats, les lapins, ou les gars, dans l'autre. Et on tue des porcs et des animaux dans une dimension qu'on n'imagine pas. Est-ce que tu as
un animal domestique. Oui, j'avais des lapins, mais malheureusement, ma famille est allergique et donc ce serait mon rêve. Donc, un chien, ce serait ton rêve? Oui, oui, absolument, mais bon, ils sont allergiques. Et donc là, je me dis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on tue les gens? Et pourquoi on protège les autres? Et pourquoi c'est nos amis? Est-ce qu'on peut laisser le micro de Lily, s'il vous plaît, parce que c'est Monsieur Precht qui va réagir, qui va nous expliquer la différence, si différence il y a. Monsieur Precht. Oui, la réponse à la question, c'est une habitude culturelle, n'est-ce pas? Il y a des cultures où on mange des chiens, d'autres cultures où ce n'est pas le cas. Moi, je viens de Solingen et là, on disait là où, que certains mangeaient des chats et il y a des preuves que ça a été fait. Aujourd'hui, des gens dans les grandes villes qui disent j'ai faim, je mange mon chat, alors là, on les mettrait en psychiatrie. Donc, ça n'a rien à voir avec des critères scientifiques ou moraux. C'est une question d'habitude. Il y a des personnes qui ont un lapin, mais qui ne tueraient jamais ce lapin, mais qui achèteraient le lapin, la viande de lapin chez leur boucher charcutier. Donc, si on investit un peu d'amour dans un objet, alors il y a une certaine charge éthique. Ça n'a rien à voir avec la biologie. Donc, ça dépend de nous. La question de savoir quel animal mange ou pas, c'est une question de tradition. Donc, si on pose la question de savoir plus un être complexe et sensible, donc il y a deux animaux qu'on ne peut pas manger du tout. Tout d'abord, les pieuvres. Donc, les gens qui mangent des pieuvres souffrent d'un déficit d'information. Ah, on a perdu le son. Oui, on a perdu le son. Voilà, il revient. Donc, les pieuvres n'ont non seulement un cerveau, mais plusieurs cerveaux. Les pieuvres ont plusieurs cœurs et lorsqu'ils sont mâles, ils ont deux pénis, deux pour le plaisir et le troisième pour la reproduction. Et une pieuvre peut devenir une pierre ou peut s'adapter au sable. Donc, c'est un animal extrêmement fascinant et complexe et le manger sans réfléchir, ça ne va pas du tout. Ah, on ne l'entend plus. Oui, on ne l'entend plus malheureusement. Et l'acte sexuel chez la pieuvre et l'accouplement dure très longtemps. Ça prend un quart de leur vie, où les porcs ont l'intelligence d'un enfant de 2 ans et demi. C'est très impressionnant. C'est des êtres très sensibles et quand on voit comment les petits gorets, les petits porcelets sont tenus dans leurs étables, qui n'ont pas de boue pour jouer et tout ça, ça pue le stress. Donc, toute notre forme de l'élevage de porcs, parmi toutes formes d'élevage, c'est la plus scandaleuse. Question à Lily. Toi, tu aimerais bien avoir un chien, nous as-tu dit, Monsieur Precht? Les chiens sont différents d'une race à l'autre. Il y a des intelligences différentes. Il y a des races de chiens relativement simples, ou les doges françaises qui sont très gentils mais pas très intelligents, ou les border collie qui sont très intelligents. Mais en moyenne, on peut dire clairement les porcs sont plus intelligents que les chiens. Donc, un porc comme animal domestique, Lily? Oui, j'y ai réfléchi, en effet, mais je pense qu'un chien s'adapte un peu plus facilement
On peut le transporter plus facilement ou on peut le sortir pour marcher ou faire du jogging avec un porc. C'est un peu plus difficile et un peu plus compliqué. Mais bon, un porc, c'est concevable, absolument. Monsieur Ponchon, on a encore 10 minutes. Donc, notre discussion chien ou porc, c'est une discussion pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'on a encore sur Slido? Question suivante, une question qu'on a déjà entendue, l'aquaculture. Pourquoi est-ce qu'on parle tellement peu de l'aquaculture qui est un élevage industriel sous-marin, si on veut? Julia Koch, qui est sur Zoom, liké 38 fois. Ah oui, voilà. Voilà, Julia. Oui, en fait, en Europe, il y a une grande demande pour du poisson, notamment pour du saumon, et il y a cette aquaculture et ces fermes piscicoles. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on n'en parle pas parce que c'est sous l'eau, on ne le voit pas, ou pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Une question à Madame Metz. Oui, c'est un sujet très important parce que on a trouvé que ces fermes piscicoles ont des grandes émissions en CO2, pardon, plus que l'aviation. Donc, c'est une grande souffrance animale et c'était toute une campagne. Je fais partie de l'intergroupe pour le bien-être animal au Parlement et lancé une campagne l'année passée, Rethink Fish, repenser le poisson. Donc, en ce qui concerne le poisson, on a la science nous en apprend de plus en plus. On a parlé des pieuvres. Les poissons ont une vie sociale, chassent ensemble, ont une vie sociale et donc leur façon de les élever sans trop peu d'espace où ils se bouffent entre eux, manque de place et puis les conséquences sur les effets de serre, les émissions de CO2, qu'il faut faire beaucoup plus à cet égard, c'est clair. Nous avons une commission pêche où on parle de la pêche, donc je ne suis pas membre de cette commission moi-même, mais c'est un sujet lorsqu'on parle de la révision de la législation pour plus de bien-être animal, pour les bêtes de somme, là, les poissons, que ce soit pour le transport ou pour d'autres aspects, il y a certainement des animaux qu'on a oubliés. Et là, le poisson est un animal qu'on oublie. Rethink Fish, repenser le poisson, c'est une campagne qu'il faut lancer et mettre l'accent notamment sur les piscicultures et l'aquaculture et trouver des règles plus claires par rapport à la qualité de l'eau, etc., qui n'existent que de façon morcelée. Rethink Fish, c'est également donc quelque chose qu'on retient de cette conférence. Philippe, est-ce que tu as d'autres commentaires ou des questions? Oui. Une autre question. Jonathan, maintenant, il faut faire un choix. Donc, l'élevage industriel, on en a discuté beaucoup. Combien de viande vient de notre pays ou des pays voisins? D'où provient le reste? Donc, les transports de viande et d'animaux qu'on a vus, c'était quand même horrible à mes yeux. Mais il y a pire. Où est-ce que je trouve cette viande? Si je vais au supermarché ou supermarché de qualité, sans citer de nom maintenant, où est-ce que je trouve cette viande? Qui veut réagir parmi nos invités? Wer will?
Frau Mortler, Frau Metz, Madame Metz. Donc, dans les transports d'animaux, vers où est-ce que ça va et vers où est-ce que va cette viande? Où est-ce qu'on retrouve cette viande? Oui, comme je viens de parler, je voulais donner d'abord la parole à Madame Mortler. Vous voulez répondre, Madame Mortler? Où est-ce que je trouve ces viandes? Oui, dans des produits préparés, on aime les pizzas, les pizzas toutes faites, surgelées, qu'on peut parfois acheter à 1 €. C'est des matières premières qui proviennent de 6 États membres ou d'autres pays au monde. Et là, on transforme cette viande. Mais sinon, je sais que le consommateur a trop de difficultés à distinguer et discerner la viande, d'où la viande provient. Pour la viande de bœuf, il y a une réglementation européenne, mais ça ne se voit que lorsqu'on voit la viande en l'état, la viande transformée. Là, on ne voit pas justement d'où ça vient. Donc, achète une viande en l'état, là au moins tu peux voir un tout petit peu d'où ça provient. Un bon message, dit M. Ponchon. N'oubliez pas le poisson. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mme Metz? Donc des produits naturels non transformés. On peut encore répondre à une question. Est-ce que Philippe a encore une question? Oh, peut-être 2 maximum. Oui, Jonathan, peut-être on peut promettre qu'une question qui est likée au moins 15 fois trouve sa réponse dans l'heure après ce webinaire. Est-ce que tu crois que c'est faisable de répondre par écrit? Ouais, bon, ça ne dépend pas de moi. Moi, c'est pas moi qui réponds aux questions. Je demande à nos invités s'ils sont disposés à répondre. Combien de questions il y a, à ton avis? Actuellement, il y en a 3, 4 questions, oui. Alors, je pose la question à nos invités pour savoir s'ils sont prêts à y répondre. Choisissons une question pour donner une réponse orale. Le Veggie Day pour les cantines publiques, là, on en a déjà parlé, absolument. Les citoyens européens disent qu'ils sont prêts à payer plus pour leur viande, mais dans les magasins, on a des montagnes de viande bon marché. Comment est-ce que vous expliquez cette contradiction? Une question à Madame Mortler, peut-être? Oui, c'est l'offre et la demande. Ce que le consommateur demande, on le lui fournit. Et apparemment, là, il y a un déséquilibre. Et le philosophe, qu'est-ce qu'il dit? Oui, je dis clairement que la plupart des gens n'ont ni envie ni le temps de réfléchir beaucoup sur la provenance de leur viande lorsqu'ils sont dans un rayon devant un rayon dans un magasin. Et pour l'essentiel, ce serait d'avoir des prix minimum et il y aurait certainement une rébellion au début, mais ensuite on s'y habituerait. Il n'y a aucun progrès humain qui a été généré par la consommation. On a aboli l'esclavage, non seulement parce qu'on s'est dit, oui, il y avait des gens qui étaient contre et qui disaient ça va coûter beaucoup trop cher. Non, on l'a aboli quand même. Donc, ça ne vient pas de la consommation. Donc, le mot de la fin, c'était un mot de la fin très intéressant. Madame Metz, Madame Mortler et Monsieur Precht, on a encore 4 questions. Est-ce que vous seriez disposé à y répondre en quelques mots-clés par écrit? Oui, Madame Mortler est disposée. Chez moi, malheureusement, non. À partir de maintenant, dans quelques minutes, je suis dans un marathon. Malheureusement, je ne peux pas le promettre. Pas maintenant directement, parce que moi aussi, j'ai une autre conférence, mais j'y réponds. J'y répondrai. Merci en tout cas à vous toutes et tous. On peut vraiment remercier beaucoup de gens, notre panel,
Madame Mortler, Madame Metz, Monsieur Precht, merci d'avoir participé, Monsieur Precht, et puis le corps enseignant qui avait à ce que d'une part les élèves soient informés sur la question, sensibilisés à ce séminaire. Et je sais que ces dernières semaines et ces derniers jours, on vous a vraiment agacé avec nos demandes d'accord. Et un merci également aux élèves pour leur intérêt. Et ce n'est pas un one-man show, pas un one-woman show. Tout le monde a bien participé. Vous avez vu ma face, vous avez vu Philippe, mais il y a plein d'autres personnes qui, au Luxembourg, de Munich, qui ont participé à cette préparation. Donc, grand merci à vous toutes et tous d'avoir contribué à la réussite. Merci, Jonathan. On a compris des choses intéressantes, comment on traite les animaux. Là, notre façon de traiter les animaux a déjà changé, il y aura des changements et il est important de rester ouvert et de bien peser les choses et ne pas condamner les gens d'avance. Et celui qui réfléchit a déjà franchi le premier pas parce que tout le monde se sent mal à l'aise quand on voit ces vidéos, le transport, l'abattage, l'élevage industriel. Tout ça nous rend mal à l'aise et donc il est important non seulement d'avoir la conscience, mais de faire quelque chose. Il y a certainement eu des propositions de devenir végétarien, végétalien, c'est une option, mais pour moi, il est important de savoir d'où provient la viande. Et c'était intéressant d'entendre quelqu'un qui nous disait « j'ai participé à un abattage ». Donc, je recommande à tout le monde de s'y intéresser. Ça dépend de votre génération. Dans 10 ans, dans 20 ans, cette image aura changé. Ce sera votre époque. C'est là où vous allez avoir des familles et donc ce sera intéressant pour vous. Et l'Union européenne et le Parlement européen créera le cadre. C'est très important, Madame Metz, Madame Mortel, que vous fassiez les bons choix pour promettre un bon avenir à nos élèves d'aujourd'hui. Merci d'avoir travaillé avec vous et un excellent week-end. Au revoir.